Bien, bienvenue à cette conférence. Alors, rester stable au cœur des mouvements de la vie. La vie amène de nombreux mouvements, professionnels, relationnels, sociaux, et nous aimons souvent la nouveauté, mais en même temps le changement perturbe aussi, désoriente. Comment garder sa stabilité? Comment pouvons-nous trouver un axe fiable au cœur de ces mouvements? Je vous propose de commencer par préciser la place du mouvement dans l'existence. Ce que l'on peut dire tout de suite, c'est que la vie est mouvement. Quand on regarde un être, quand on veut savoir s'il vit, on regarde s'il respire, on regarde si sa poitrine, son ventre bouge. Voilà, quand il y a mouvement, il y a vie. On voit que les animaux ont la vie parce qu'ils bougent, les végétaux aussi se transforment et s'adaptent, et en fait même les minéraux se transforment et bougent. On connaît toute l'histoire du charbon qui, à travers les mutations, devient progressivement un diamant. C'est tout un chemin, toute une mutation, donc la vie, de façon générale, est mouvement. Et il y a un équilibre qui s'établit par le mouvement. Par exemple, la Terre tourne autour du Soleil. C'est grâce à son mouvement de rotation qu'elle a sa position stable par rapport au Soleil. Il y a une attraction, il y a la force centrifuge qui l'équilibre. Voilà, c'est le mouvement qui donne la force centrifuge qui permet à la Terre et aux autres planètes d'avoir une orbite autour du Soleil qui leur donne une position stable. Le mouvement est aussi un équilibre pour l'électron, un peu de façon semblable dans la vision classique par rapport au proton. Il tourne autour et c'est ce mouvement qui donne l'équilibre. La dualité planète, soleil, électron, noyau autour duquel il tourne, la dualité crée le mouvement. Il y a un troisième élément qui s'installe, on dit jamais 203. Dès qu'il y a une dualité, il y a un mouvement, il y a un troisième pôle. Quand il y a deux personnes, il y a le troisième pôle de la relation qui crée un mouvement par rapport à eux et qui est un troisième élément en dehors de chacune des deux personnes. Et dans la vie, tout se transforme, tout est éphémère, impermanent, dit-on. Le chimiste Lavoisier disait déjà « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et le bouddhisme a été plus loin dans cette direction jusqu'à dire que la seule chose permanente dans l'existence, dans la réalité, c'est l'impermanence. Et voilà, la vie est faite de mouvement, la vie est mouvement, c'est son caractère principal, c'est un caractère important de la vie. Et on peut voir tout de suite que c'est un potentiel d'expérience, bien sûr, c'est un potentiel d'apprentissage. On apprend la dualité par l'autre et par la relation à l'autre. On apprend progressivement à aller vers des relations plus justes, moi et une autre personne, et puis plus largement moi et l'environnement. Ce sont toutes formes de relations et toutes formes de mouvements qui sont un apprentissage, qui apportent un apprentissage. Par cet apprentissage, par l'expérience, on peut voir que la conscience croît à travers les formes. On peut le symboliser par un cercle. La conscience est comme un cercle et les formes sont comme un carré. Le cercle grandit progressivement à l'intérieur du carré, un peu comme un oisillon, un poussin qui croît dans sa coquille. La conscience croît progressivement à l'intérieur des formes. Ça correspond bien au signe des Gémeaux et la période à laquelle cette conférence est enregistrée. Alors, c'est un potentiel d'expérience, c'est un potentiel d'apprentissage, mais il y a aussi un risque, une crainte d'instabilité dans ce mouvement.
On peut aussi bouger pour bouger, on peut bouger mais répéter les mêmes expériences. Ça correspond bien aux Gémeaux à un certain stade de conscience. On peut tourner en rond sans guère avancer. La phrase clé que donne Alice Bailey au niveau de la personnalité, c'est que l'instabilité fasse son œuvre. Voilà, le Gémeaux est un signe de mouvement intense. Il connaît beaucoup de transformations, de déplacements, mais ça peut être instable et ça peut tourner en rond. Ceci dit, l'instabilité fait aussi son œuvre. Elle-même est un apprentissage, elle-même est une croissance qui permet progressivement d'aller vers une conscience plus grande. À fur et à mesure, le mouvement nous amène à nous construire. Il y a une première étape de construction qui est la construction de la personnalité, de la conscience de soi. Qui suis-je? C'est une grande question pour toutes nos personnalités, pour nous-mêmes dans notre partie personnalité. Connais-toi toi-même, ça date de plusieurs millénaires. C'était la phrase de Socrate qui est écrite sur le temple de Delphes. Progressivement, on se construit, ça correspond bien à l'adolescence, qui est bien en relation avec le signe des Gémeaux. On détermine de plus en plus nos goûts. Quels sont mes goûts? Ce ne sont pas ceux des copains, des amis. On s'en différencie, on définit plus nos propres intérêts, nos propres directions qui nous plaisent. Ce n'est pas non plus tout ce que peut nous transmettre les publicités. Progressivement, on construit nos goûts qui sont les nôtres. On construit nos sensibilités, quels sont nos idéaux, qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce que l'on recherche, qu'est-ce qui nous plaît. On construit progressivement nos idées, on développe notre mental, ça nous donne une structure, une maîtrise. On est capable de plus en plus de se donner des buts. Ça nous construit au niveau personnel. Et on s'aperçoit progressivement que les mouvements sont aussi intérieurs. Il y a une dualité aussi à l'intérieur de nous. Il y a des divergences que l'on ressent assez souvent entre le désir et la raison. C'est un beau gâteau au chocolat avec beaucoup de crème. C'est bien attirant, mais en même temps, la raison me dit que il faut pas exagérer, que ça fait grossir. Voilà, il y a souvent des dualités comme ça en nous qui nous amènent à choisir, qui nous amènent à construire plus ce qui est important, ce qui est le plus important. On a des choix, on peut rencontrer des ambivalences. Ce sont des choses que l'on connaît très souvent, que l'on traverse souvent. Et ça peut amener des périodes de doute, de conflits intérieurs, de crise. Ce sont des mouvements, ce sont des moments qui nous mettent en mouvement, qui nous amènent de plus en plus à construire notre axe intérieur. Ce sont des propositions pour construire plus un axe solide intérieur. On sait qu'on peut beaucoup bouger en gardant sa stabilité quand on a un axe. C'est l'image de la toupie, c'est l'image des derviches tourneurs aussi, qui tournent sur eux-mêmes et qui gardent leur stabilité. Et c'est une expérience qu'on fait très souvent dans la marche. On est constamment en déséquilibre quand on marche d'un pied sur l'autre. On est en déséquilibre et on garde notre axe, on garde notre équilibre par l'axe global de notre corps. Et en vélo, c'est la même chose. On est en déséquilibre. Si on s'arrête, on tombe d'un côté ou d'un autre. Mais par le mouvement, par l'axe que l'on maintient dans le mouvement, on garde notre équilibre. De plus en plus, on découvre en nous une dualité intérieure, une double nature. L'être humain a deux parties en lui-même. La partie personnalité, dont on a déjà parlé,
c'est notre présence au monde, c'est nos rôles dans le monde, nos expressions, c'est les rôles professionnels que l'on a, c'est les rôles familiaux que l'on a, de parents, d'enfants, de frères et sœurs, etc. Notre personnalité a des désirs, elle est attirée, elle cherche à avoir, elle cherche à acquérir. On peut remarquer que la personnalité est centripète, elle cherche à attirer tout à elle-même, elle voit quelque chose d'intéressant qu'elle désire à l'extérieur, elle cherche à se l'approprier. L'expression dans la personnalité, c'est « ça me fait du bien, ça me fait plaisir ». Voilà, la personnalité attire à elle, elle est centripète. Et à côté de ça, en tant qu'être humain, nous avons un être intérieur qui est bien différent de notre personnalité, qu'on peut appeler le moi profond, qu'on peut appeler l'âme sans connotation religieuse. Alice Bailey emploie ce mot, mais d'une façon différente des religions. C'est la partie en nous qui a des aspirations. La personnalité a des désirs, notre être intérieur a des aspirations, une aspiration vers plus d'amour, vers plus de justice, des relations plus justes avec les autres, une aspiration d'harmonie, une aspiration de paix profonde. Notre être intérieur a des buts profonds. Chacun dans l'existence a des buts profonds au-delà de nos désirs, au-delà de ce que l'on peut souhaiter au niveau de la personnalité. On a l'objectif d'aller vers être plus, vers plus de conscience. Notre être intérieur est au niveau des qualités fondamentales, d'amour, d'intelligence profonde, juste, de sagesse, d'harmonie, de volonté profonde. Il cherche de plus en plus à accroître la conscience et à rayonner. Et entre cette dualité en nous-mêmes, être intérieur et personnalité, eh bien, il y a tout un chemin que l'on parcourt à fur et à mesure, avec des étapes, avec des divergences par moments. Pendant toute une période, notre être intérieur construit la personnalité. C'est l'étape de dépendance qui correspond à l'étape d'enfance dans la vie individuelle. Pendant toute une étape, on n'a pas conscience de cet être intérieur. On vit au niveau de la personnalité, on cherche à la construire, à développer sa force intérieure et sa stabilité intérieure. Et il arrive un moment où on prend contact avec notre être plus profond. On s'ouvre à une autre partie de nous-mêmes, on commence à avoir conscience d'être en relation avec une partie lumière en nous, une partie qui a une autre dimension, qui a des aspirations bien différentes. Pendant tout un temps, on a conscience de cet être intérieur, mais on est toujours bien au niveau de la personnalité. Et on est toujours dans nos désirs, on cherche toujours à nous développer personnellement. Et l'âme, l'être intérieur est comme une cerise sur le gâteau, comme un plus de la personnalité, une étape de développement supplémentaire. On est toujours dans cette direction de se développer personnellement. Et l'être intérieur attend encore pendant cette étape que la personnalité soit disposée, soit prête à s'ouvrir plus à lui et progressivement elle devient son assistant. Elle se met à son service pour agir dans le monde et elle devient son outil, son instrument. Elle est en fait une annexe de l'âme. Elle est une création de l'âme, une projection, un prolongement de l'être intérieur pour agir dans le monde. En tant que tel, l'être intérieur, il est subtil, il est au niveau des qualités, de la lumière. Il n'a pas la possibilité d'agir dans le monde, il a besoin comme ça, progressivement, de construire une personnalité
pour pouvoir intervenir et transformer progressivement tous ensemble ce monde. Donc c'est une dualité importante à l'intérieur de nous qui nous amène à rencontrer des expériences diverses et qui nous amène par moments des crises, des conflits. Ce sont des propositions pour mettre chaque partie à sa juste place, découvrir de plus en plus que la personnalité est là pour être l'assistant de l'être intérieur, pour se mettre à son service. Il y a de nombreux couples de frères dans la mythologie qui correspondent bien à cette dualité intérieure. Castor et Pollux, Hercule et Ficlès, ils sont souvent l'un de père humain, l'autre de père divin. Plusieurs fois ils sont conçus même la même nuit. Et ces couples représentent bien l'un l'être intérieur, l'autre la personnalité. Pollux représente l'être intérieur, Castor plus la personnalité. Hercule est beaucoup l'être intérieur, bien sûr, et Ficlès la personnalité. Il y a quelques couples de sœurs aussi, Hélène et Clytemnestre. Il y a aussi des couples dans la Bible. De nombreux couples sont présents dans la Bible comme ça, de frères, Jacob et Ésaü par exemple, et puis dès le départ, Caïn et Abel que l'on connaît bien. La personnalité et l'être intérieur ont des caractères assez différents. Un caractère essentiel de différence entre les deux, c'est que la personnalité se voit séparée, elle est comme une particule, dirait la physique, alors que l'être intérieur est un, il est essentiellement conscience collective, il est essentiellement conscience d'ensemble. On a l'idée au début, pendant tout un temps, que on a une âme, que j'ai mon âme, mais ce sont comme des doigts qui relient chacun à une personnalité. Mais en fait, tous ces doigts sont un à l'intérieur de la main. Tous ces doigts se relient, s'unissent et sont en fait une grande unité. L'âme, et on peut dire conscience collective, c'est tout à fait synonyme, c'est la qualité essentielle de l'être intérieur. À partir de cette dualité intérieure que l'on expérimente et que l'on développe au fur et à mesure des expériences et des mouvements, eh bien on développe une deuxième partie de construction. Il y avait l'étape construction de la personnalité. Et maintenant, on va construire plus notre axe intérieur entre la personnalité et l'âme, entre la personnalité et l'être intérieur. Cet axe que l'on appelle le pont arc-en-ciel, ou d'un nom d'origine sanskrit, Antakarana, qui veut dire le pont. C'est le pont entre la personnalité et l'être intérieur. Il les relie dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire que l'être intérieur donne la vie à la personnalité, il donne la conscience à la personnalité. Ce pont arc-en-ciel a une extrémité qui aboutit au cœur et qui donne la vie à la personnalité, et une partie qui aboutit au niveau de la tête et qui donne la conscience, deux brins qui amènent vie et conscience à la personnalité. Et en plus, nous amène la lumière de ses qualités intérieures, sa sagesse, ses qualités d'harmonie, d'amour, progressivement qui imprègnent la personnalité. Et dans l'autre sens, la personnalité de plus en plus se met au service, à fur et à mesure qu'elle reçoit cette lumière, qu'elle est imprégnée par cette lumière intérieure. La personnalité se met au service, se donne et cherche de plus en plus à rejoindre l'être intérieur et à arriver à se relier, à s'unir à lui jusqu'à devenir vraiment un, jusqu'à se joindre avec lui.
Une image qui correspond bien à ces deux parties en nous-mêmes, personnalité et âme, c'est l'image de la stalagmite dans les grottes qui montent du sol, qui sont des créations de calcaire, de minéraux qui montent du sol, et la stalactite qui au contraire descend du plafond et qui goûte de plus en plus sur la stalagmite. C'est la stalactite qui construit progressivement la stalactite en goûtant et en déposant de plus en plus des couches de minéraux sur elle. Ça lui permet de grandir. Notre personnalité stalagmite croit pendant tout un temps qu'elle se construit elle-même et qu'elle grandit par elle-même. Et puis, il y a un moment où elle découvre au-dessus d'elle cette stalactite, cette âme qui est là depuis le début, dont elle n'avait pas conscience, et qui, en fait, en goûtant, en déposant de plus en plus ses qualités, ses valeurs, amène la stalagmite à croître. Elle lui apporte des expériences et des propositions de croissance, jusqu'à ce que la stalagmite et la stalactite se rejoignent dans une colonne, comme on dit, qui unit les deux, qui rejoint les deux dans une unité et dans une collaboration où chacun a sa place et se retrouve à sa juste place, sans confusion, dans un travail commun pour amener plus d'amour et plus de justice, de qualité dans le monde. Il y a tout un chemin qui a été parcouru à travers les siècles dans ce sens-là et on sait qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est par la méditation, entre autres, que l'on développe ce pont arc-en-ciel, le construit, jusqu'à ce qu'il devienne une véritable autoroute où l'énergie circule dans un sens et dans l'autre. C'est la progression du travail intérieur. Et donc, à fur et à mesure, l'âme diffuse, imprègne de lumière la personnalité. Le mental acquiert plus de clarté, plus de vision claire. Notre sensibilité devient plus subtile, plus détachée. Et notre plan physique et le plan de vitalité qui l'anime devient plus lumineux, plus vif. Progressivement, notre personnalité se subtilise et se transforme et se décentre donc et se met de plus en plus au service, reconnaît de plus en plus que c'est l'être intérieur qui est en fait son centre. En particulier, à fur et à mesure, le service se développe, la personnalité se donne, elle devient une collaboratrice, un prolongement de notre être intérieur. Et là, on arrive à la deuxième phrase clé que donne Alice Bailey pour les Gémeaux, au niveau de l'âme, cette fois-ci. Au niveau de la personnalité, c'était la phrase « que l'instabilité fasse son œuvre ». Là, au niveau de l'âme, c'est l'âme qui dit « je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui ». Je crois du verbe croître, et je lui, luire. Je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui. L'âme reconnaît la personnalité, c'est son adjoint, c'est son outil, elle en a absolument besoin pour transformer dans le monde. Elle la remplit progressivement de ses valeurs, de sa lumière. Donc elle reconnaît tout à fait la personnalité. Et en même temps, dans l'effacement de cette personnalité qui, de plus en plus, n'est plus centrée sur elle-même, n'est plus là pour réaliser essentiellement ses désirs, mais pour se mettre au service des aspirations de l'âme. Donc de plus en plus, dans l'effacement de la personnalité, l'âme peut rayonner dans le monde et peut développer sa conscience, réaliser sa conscience. De plus en plus, la personnalité suit la direction de l'âme, suit ses volontés d'évolution et de service dans le monde. Et là, c'est tout un axe à l'intérieur de nous-mêmes qui donne une stabilité profonde, qui donne
un sens vraiment à l'existence. La personnalité trouve sa place, trouve sa réalité d'être, elle trouve son sens de serviteur. Et donc là, ça donne une grande stabilité et le mouvement de la vie se fait dans une avancée. On n'est plus du tout dans des mouvements qui se répètent et qui tournent en rond, comme ça peut être au début de l'expérience Gémeaux, mais là on est dans un mouvement d'avancée, dans un mouvement de croissance et de service de plus en plus, qui amène ses qualités dans le monde. Ce que l'on peut voir pour terminer, c'est que le mental a un rôle important dans cette stabilité pour développer cet axe et cette stabilité intérieure. Déjà, le mental est essentiel pour maîtriser tous les mouvements et tous les troubles émotionnels. Il contribue à cette maîtrise par une prise de recul, par un détachement. Il est capable d'avoir une neutralité par rapport à tous ces mouvements émotionnels en haut, en bas, en exaltation ou en déprime, en tristesse. Voilà, le mental permet de prendre du recul, permet un détachement, une neutralité par rapport à tous ces mouvements émotionnels en nous-mêmes. Et puis, le mental est essentiel dans la vie intérieure, dans ce développement de l'axe intérieur, parce qu'il est à cheval sur la personnalité et sur l'âme. Il a une partie que l'on connaît bien, l'intellect, le mental inférieur qui fait partie de la personnalité, qui nous rend de grands services, qui répond à beaucoup des besoins de la personnalité, qui est ingénieux, qui a des solutions largement individuelles et collectives à ce qui se présente, et là de grande qualité. C'est l'intellect au niveau de la personnalité. Mais le mental a aussi un plan qui est le corps causal, comme on dit, qui est le plan d'incarnation de l'âme, qui est ce qu'on peut appeler le penseur, qui est celui qui pense à l'intérieur de nous-mêmes, qui est là où on perçoit notre être intérieur. Et au-dessus de ce corps causal, il y a encore une partie qui est le mental supérieur, mental beaucoup plus abstrait, qui a contact avec les idées abstraites, les idées d'ensemble, qui nous permettent d'accéder à une conscience supérieure. Les grands scientifiques amènent des idées au monde et à l'humanité par l'intermédiaire de ce mental supérieur. Ils ouvrent de nouveaux horizons. Les grands philosophes également, les grands artistes également, arrivent à recevoir des éléments de ce mental supérieur et qui permet une évolution des idées, de nos conceptions, de notre philosophie à travers le temps. Voilà, donc le mental avec ses trois parties est à cheval entre la personnalité et l'être supérieur. Il est comme une antenne qui est tournée vers le bas au niveau du mental inférieur et qui met en forme beaucoup nos sensations et nos émotions. C'est le mental intellectuel que l'on connaît bien, qui est là pour résoudre les questions de tous les jours, les questions de la vie de la personnalité. Mais il peut être aussi une antenne tournée vers le haut, une sorte de parabole, qui se met à l'écoute là du mental supérieur et qui reçoit progressivement l'énergie des sphères supérieures d'évolution, les idées qui proviennent de ces plans d'évolution supérieurs. Donc c'est vraiment à travers le mental que on peut développer ce pont, cet axe. Il est un outil essentiel de la construction de cet axe intérieur qui donne la stabilité, parce qu'il est le seul plan qui est à cheval sur la personnalité et l'être intérieur.
Donc le mental est un outil fondamental dans la méditation mentale. On peut en faire une expérience juste après. Dans la méditation, on dit souvent de faire taire le mental qui dérange avec toutes ses pensées, toutes ses idées. Bien sûr, mais il s'agit uniquement du mental inférieur, que là on cherche à calmer, effectivement, que l'on fait taire le mieux possible au niveau inférieur. Mais le mental par lui-même, globalement, est essentiel dans la méditation. C'est lui qui peut se faire antenne, tourner vers le haut, à l'écoute, réceptif des énergies et des pensées, des idées au-delà de nous-mêmes. Il peut se mettre à l'écoute des vibrations de notre être intérieur. C'est l'essentiel de la méditation mentale. Voilà essentiellement ce que je souhaitais dire aujourd'hui sur ce thème. Garder sa stabilité au cœur des mouvements de la vie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire l'expérience d'un petit temps de méditation pour l'intégrer, pour le sentir plus, que ça ne reste pas au niveau des idées, au niveau de la pensée, mais que ça s'incarne plus et que ça soit plus imprégné dans notre sensibilité profonde. Donc je vous propose une dizaine de minutes de méditation guidée pour intégrer cela. Alors, commençons par nous stabiliser physiquement, en position assise par exemple, avec une bonne assise, une bonne stabilité. Et nous allons commencer par nous concentrer au niveau du front, entre les sourcils. C'est le centre de notre personnalité. On peut avoir le sentiment d'inspirer, expirer par le front. C'est une façon de se concentrer. Et à ce niveau de la personnalité, on peut commencer à sentir l'énergie de vitalité qui anime notre corps physique. Notre corps physique dense est fait de matière dense et le plan de vitalité à l'intérieur et un peu autour de lui l'anime. Il est très mobile. Il est en relation avec le plan de vitalité des autres autour de nous, des autres que l'on connaît. Il
Il est très mobile et très au niveau des relations. Il est poreux et laisse passer beaucoup la communication avec les autres. Nous avons notre sphère et elle est en relation, en communication avec les autres. Et de proche en proche, chacun est en relation avec d'autres. Donc de proche en proche, nous sommes en relation comme ça avec tous les humains. Ce plan de vitalité n'a pas de limite. Notre personnalité est séparée parce qu'elle a largement la conscience du corps physique et elle s'identifie plus ou moins à ce corps physique. Mais dès que l'on est en contact avec le plan de vitalité, on perd cette séparation, on perd cette conscience. On est tous reliés les uns aux autres. Et déjà, ce grand plan de vitalité collectif est déjà une grande stabilité que l'on peut progressivement ressentir. Puis maintenant, nous allons remonter le fil à partir du centre entre les sourcils vers le sommet de la tête, un peu au-dessus de la tête, le centre coronal qui correspond à notre être intérieur. Nous parcourons le pont qui relie la personnalité et l'être intérieur. Nous élevons notre conscience vers cette partie lumière en nous. Nous pouvons imaginer une grande lumière au sommet de notre tête. Une lumière qui s'expand horizontalement. Et qui rejoint les autres qui ont la même lumière au sommet d'eux-mêmes. Notre être intérieur est par essence collectif. Il est conscience collective. Cette lumière au sommet de nous-mêmes nous relie aux autres. À nos proches, aux autres méditants du monde. Et progressivement à tous les êtres humains sur la Terre.
Cette grande lumière au sommet de nous-mêmes rayonne tout autour d'elle. En revenant au sommet de la tête, on peut la laisser imprégner nos plans de personnalité. Cette lumière essentielle en nous imprègne notre mental, le rend de plus en plus lumineux, clair, ample, cette lumière essentielle imprègne de plus en plus notre sensibilité. Rend de plus en plus subtil, détaché. Cette lumière intérieure imprègne de plus en plus notre plan de vitalité et à travers lui le physique, le plan de vitalité devient plus lumineux, plus vif. Cette lumière imprègne de plus en plus d'amour, d'aspiration, nos plans de personnalité. Ça nous amène avec d'autant plus d'élan intérieur de remonter vers le sommet de notre tête et sa lumière. Avec plus d'aspiration, nous remontons vers le sommet de notre tête et la lumière pour nous en imprégner un peu plus. Et nous la laissons maintenant redescendre à travers nos plans de personnalité et au-delà de nous-mêmes, diffuser dans le monde. Nous laissons notre lumière intérieure diffuser autour de nous à travers notre personnalité. Notre personnalité s'offre comme médiateur, comme transmettrice et laisse passer la lumière de notre être intérieur autour d'elle dans le monde.
C'est notre service dans cette méditation. Notre personnalité se met au service de l'être intérieur en laissant passer la lumière à travers elle dans le monde. Et puis, nous allons revenir au niveau du front, reprendre contact avec notre corps, reprendre contact avec son assise, avec sa respiration. Et progressivement, quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux pour reprendre contact avec la pièce. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette conférence. Vous pouvez renouveler la méditation si vous le souhaitez. C'est par la pratique répétée que l'on ressent de plus en plus cette lumière et que l'on peut s'en imprégner de plus en plus. Merci et à une autre fois, si vous le souhaitez. À bientôt.